Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves-Blais. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kate Marina Flashback. Aujourd'hui, en marge de la fête des amoureux, nous vous présentons un spécial Saint-Valentin, une très belle émission. Et pour conclure justement cette émission tout en douceur, question de vous soumettre des idées cadeaux à offrir à l'être cher. Notre troisième invité qui en est quant à elle à sa deuxième présence en émission, c'est une artiste bijoutière. On pourrait dire d'elle que le talent lui sort par les oreilles. Elle dirige sa propre entreprise, soit The Creation MJ. Elle nous présentera de superbes suggestions cadeaux, en plus de parler de certaines vertus apportées par les pierres qui ornent ses œuvres. Elle qui fabrique de très beaux bracelets et colliers. Nous recevrons la créative Marie-Josée Gaudreau. Puis notre deuxième invitée, quant à elle, nous présentera une chronique dont le sujet se prêtera parfaitement au thème du jour aujourd'hui, soit la recette du couple heureux et durable. Nous serons en compagnie d'une experte en la matière, soit notre chroniqueuse et coach en réussite amoureuse, Nathalie Bouchard. Mais tout d'abord, pour amorcer cette très belle émission, notre premier invité, il nous manquait sa dernière présence à l'émission datant déjà du début décembre dernier. Et lui aussi nous présente un sujet relié à la Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous allons aborder et décortiquer l'amour dans le zodiaque sous tous ses angles. Donc avec nous, celui pour qui l'astrologie n'a plus de secret, l'astrologue numéro 1 au Québec qui apporte une crédibilité incontestable à cette science, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Salut Stevie, ça va bien? Ça va très bien, toi, re-bienvenue. Oui, merci. Un hiver difficile, parce que je sais que pour toi, on parle souvent, puis l'hiver, disons que c'est pas ta tasse de thé. Puis comment ça se passe jusqu'à présent avec le froid du mois de janvier et tout ça? Pas facile? Effectivement, mais bon, il faut s'y faire, on n'a pas le choix, on s'enferme, on s'isole, on joue à l'ours, et après ça, on attend le printemps. Mais je pense qu'on aura, s'il y a, disons, une justice en ce monde, on aura peut-être un printemps hâtif, parce que souvent on voit un mois trop froid, et celui qui suit, c'est l'inverse, c'est la loi de la moyenne. Et présentement, je pense que tu finalises déjà la rédaction de tes prévisions 2023, parce qu'on ne pense pas à ça, mais je veux dire, tu fais pas ça au mois d'octobre, novembre, les prévisions 2023, et tu es présentement justement dans le jus. Oui, tout à fait. C'est la période, dans le fond, de finalisation. Il y a plusieurs publications annuelles que je rédige. Oui. Et évidemment, elles me demandent toutes à peu près d'être complétées avant la fin avril. Alors, ben voilà, je suis dans cette période où toutes ces publications-là doivent être complétées. C'est ta période, disons, la plus houleuse de l'année. Ben oui, puis en même temps, écoute, pour moi, l'hiver, effectivement, représente beaucoup de travail. Alors, c'est l'isolement, veut pas, et ça fait mon affaire. Parce que j'ai l'été un petit peu plus libre et j'en profite pleinement. T'es pas la personne à rester dehors à moins 20 pendant 7-8 heures, je pense. Je peux pas sortir à moins 20. Ça fait longtemps que t'as pas patiné, donc... Ah, j'aime patiner, j'aime skier, mais le froid me rebute complètement. Ah, oui. On va aller maintenant dans le vif du sujet du jour. On va revenir un petit peu sur les prévisions du zodiaque en amour et de façon générale. Quels éléments, qu'est-ce qui est dans l'air pour 2023 et quels éléments sont peut-être favorisés, 22 je m'excuse, un petit lapsus. Oui. Quels éléments sont favorisés pour l'année qui vient de commencer? Écoute, c'est tout d'abord deux choses. Une année, dans le fond, si on parle de vraiment l'ensemble de l'année, une année en deux temps sur le plan sentimental. Je dirais pendant la période de Jupiter en Poisson jusqu'à la mi-mai approximativement, vivons un peu plus de romance, de magie, d'éléments qui n'inspirent pas nécessairement de projets ou quoi que ce soit. Vraiment de se laisser guider par le moment présent et l'inspiration, l'intuition. Sinon, durant l'été, on va être plutôt avec un Jupiter en Bélier qui va davantage inspirer l'activité physique. Alors là aussi, pour les couples, il s'agit d'une belle période justement pour découvrir par exemple la nature ou d'autres attraits sportifs tels que le vélo, etc. ou encore ceux qui sont encore plus en forme, qu'ils s'amusent à faire justement de l'entraînement ensemble et ça pourrait effectivement unir une relation beaucoup plus sérieusement. Et suite à la crise, c'est sûr que ça a une incidence.
Ben, la COVID, on le sait, je veux dire, une invitée tantôt va probablement aborder le sujet sur un peu l'impact psychologique. Oui. Évidemment, on a eu aussi, durant la période de COVID, un Jupiter qui n'était pas dans une position sensible à l'amour. Okay. Capricorne, Verseau, là, Jupiter a été plutôt de manière à se dire, il faut être responsable, il faut avoir un œil détaché de la situation, puis évidemment, ça a provoqué un peu ce qu'on connaît aussi, les clivages entre les personnes, et probablement même qu'au sein des couples, le même phénomène peut se vivre consciemment ou non. T'sais, on peut être d'accord ou pas d'accord avec l'amoureux, puis finalement, ça vient créer un froid, et c'est ce qui est un peu... Quand tu dis, exemple, Jupiter n'est pas favorable, est-ce que ça veut dire tout à fait l'inverse? C'est-à-dire qu'on se dirige vers des conflits? Ben, Ça connexe avec la crise? Ou un détachement. Okay. Et ça, c'est encore plus dramatique. Une froideur. Oui, parce que c'est un peu la perte des sentiments et de l'amour à ce moment-là qui semble arriver. Et curieusement, écoute, la dernière fois que Jupiter a été en Verseau, ce qui a été le cas en 2021 et en 2009, et je ne peux pas te dire des statistiques officielles, mais de constatation personnelle, 2009, je me souviendrai très bien, a été une année de séparation. J'ai vu ça énormément, les médias en parlaient abondamment aussi. Ça a été vraiment une année particulière sur le concept des séparations. Et 2021, ben, on a mis ça sur le dos de la crise, de la détresse psychologique et un nombre impressionnant de séparations. Alors que les astres le montraient très clairement. Exactement. On va poursuivre en vertu du spécial Saint-Valentin, l'amour dans le zodiaque. On va analyser évidemment, ça c'est bien certain, on va avoir du plaisir, les combinaisons possibles, les plus favorables que d'autres, au niveau des éléments, au niveau des signes. Ma question sans détour, nonobstant l'aspect qu'une carte du ciel, ben, c'est du cas par cas. Oui. Ça c'est bien certain. Mais sincèrement, toi l'expert, incontestable, y a-t-il des signes qui sont prédisposés, plus favorisés, plus enclins à l'amour que d'autres? Je sais que tu veux être peut-être, je veux pas dire ça de même, mais peut-être un petit peu politiquement correct. Oui, mais c'est sûr que tu as des signes, selon moi, qui sont peut-être plus ouverts à ça, de par leur nature communicatrice ou par leurs élans aussi, peut-être un signe de feu, c'est toi qui vas me le préciser. Mais, et c'est sûr que chacun des 12 signes a sa propre approche sentimentale qui lui est propre et qui ne peut pas vraiment être distinct. Et dans le fond, c'est le concept des combinaisons qui vient faire en sorte si ça va bien ou ça va pas bien en amour. Mais effectivement, si on parle de passion, ben c'est sûr qu'on va mettre les signes de feu en priorité. Comme les lions. Les lions et sagittaires sont généralement peut-être un petit peu plus disposés à vivre une dynamique amoureuse qui est plus spectaculaire et qui ressort et qui ont fait ça, c'est un modèle d'amour. Mais les autres signes, les taureaux, vierges, capricornes, qui sont les signes de terre, vont plutôt avoir une préférence sur une relation stable. Ils ont besoin... Ils sont plus méthodiques. Ben, ils ont besoin de la continuité, de la sécurité et de la dimension peut-être un peu plus affective et non pas passionnée de Donc, tu as un relation. paradoxe, c'est un signe de terre et un ascendant de feu. Oui, écoute, je vais juste te donner... Comme quelqu'un que tu connais. Comment? Oui, c'est ça. Écoute, l'ascendant et le signe vient aussi mêler un peu les cartes pour comprendre à quoi on aspire. Mais une chose est sûre, chaque élément a sa propre approche. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau vont plutôt préférer une approche cérébrale de la relation. On doit se comprendre, on doit s'entendre. Stimulation intellectuelle. Exactement. Alors que les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est davantage l'émotion. Et là, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre la passion et l'émotion? Il y en a toute une. C'est-à-dire, la passion, c'est comme je l'expliquais, c'est un peu plus spectaculaire. Tu sais, c'est de voir vraiment les deux personnes s'embrasser sur la plage, par exemple. Tu sais, puis ça fait « Oh, wow, quel beau couple! » Tandis que les signes d'eau, l'émotion est davantage ce qui est vibré entre les deux personnes, indépendamment de la plage ou non. Tu sais, ça peut être sous un viaduc à -20, puis donc ça ne sera pas toi à -20. Non, c'est ça, exactement.
exactement. Moi, si tu viens d'éteindre la passion à ce moment-là, okay. Tu sais, clairement. Oui. Mais c'est vraiment, tu comprends la distinction entre l'émotion et la passion. Alors, c'est donc ces approches-là. Puis quand tu parlais de compatibilité, à quelque part, c'est beaucoup plus facile d'éviter justement de mélanger les éléments. Ouais. Si on reste entre signes de feu, entre signes de terre, entre signes d'eau et entre signes d'air, ça devient un petit peu plus simple à se comprendre et à cheminer ensemble dans la bonne... Justement, ça, je vais y revenir plus loin. Et c'est particulier, on s'est rendu compte avant l'émission que nos 3 invités sont du même signe, des lions, et en plus, les 3 viennent de la Rive-Sud. Fait que j'ai eu l'impression, je ne suis pas complotiste, mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose derrière ça. Question suivante, mon cher Alex. La perfection n'existe pas, mais quelles seraient les combinaisons les plus favorables au niveau des signes en amour? Wow, écoute... Parce que toi, tu en as vu toutes les sortes. Mais tu pourrais nous en nommer quelques-unes combinaisons qui sont, semble-t-il, plus souvent qu'autrement gagnantes. Encore là, comme je te disais, ça dépend de à quoi on aspire comme relation. Et de son âge aussi. Oui, ben, en fait, peu importe l'âge. Je pense que les sentiments, ils n'ont pas d'âge. Mais tu sais, si on veut une vie amoureuse, passionnée, tu sais, où justement c'est flamboyant, exactement ce qu'on voit dans les films, etc., ben, à ce moment-là, comme je disais, unissons d'une certaine façon les mêmes éléments. Premièrement, les signes de feu, ça ne peut que vivre quelque chose d'aussi spectaculaire. Mais par contre, si on est dans une période où du moins on aspire davantage à une relation plus stable, souvent le signe à l'opposé va permettre stabiliser. Exactement, d'être complémentaire. Donc justement, pour reprendre l'exemple des lions, oui. Le signe à l'opposé, c'est le Verseau. Pour la Vierge, c'est le Poisson. C'est ça, donc le Bélier, ça serait la Balance. Alors j'invite les gens à faire un cercle, là, puis de regarder le signe à l'opposé de l'autre. Mais ça donne généralement des relations beaucoup plus stables habituellement. Mais encore une fois, on est soumis à l'exception fait la règle, là, évidemment en astrologie. Mais je dirais que cette base-là est tout de même intéressante à retenir. Une question peut-être un petit peu plus personnelle, c'est plus un point de vue personnel même que je dirais que de l'astrologie elle-même. Certains signes sont un peu plus impulsifs. En tout cas, de réputation, on peut penser au bélier. Est-ce que c'est plus difficile pour l'amour dans un cas comme ça? On va être plus passionné, mais peut-être plus enclin, peut-être à péter des coches, ce qui n'est pas bon dans un couple. C'est une bonne question quand même. Est-ce que c'est plus difficile, disons, pour les béliers, les lions, les sagittaires, les gens qui sont enflammés déjà dans leur signe astrologique? Normalement, l'impulsivité se trouve souvent dans les signes cardinaux. Bélier, cancer, balance, automne et hiver, les premiers signes de la saison, ce sont fondamentalement des gens un petit peu plus spontanés qui démarquent, qui dénotent effectivement peut-être un caractère assez flamboyant par moment. Mais évidemment, je te donne un exemple, il y en a qui vont dire « Oui, mais le scorpion, qu'est-ce que t'en fais? » Scorpion, il va calculer sa crise de nerfs. Il va calculer le dard ou frapper. Il va, donc c'est pas, si jamais effectivement il y a à mettre le point sur la table, dites-vous que ça fait peut-être une semaine qu'il pense à le faire. Dans certains cas, ça fait peut-être 10 minutes, mais ce n'est jamais nécessairement une impulsion spontanée parce qu'ils ont besoin de savoir où va faire, l'effet, à quel moment il va être à son meilleur. Quelques questions en rafale avant la pause, mon cher Alex. Un signe de feu avec un signe de feu, selon moi, c'est plus passionné, mais est-ce que c'est aussi une garantie de plus de disputes? Oui. Quand tu as fréquenté une femme qui était d'un signe de feu, est-ce que tu l'as vécu toi-même, ça? Parce que c'est peut-être un préjugé de ma part, mais c'est l'impression que j'ai. Tu mettrais 2 béliers ensemble ou 2 lions, ils vont peut-être s'aimer passionnément, mais il y aurait plus de disputes. Est-ce que c'est vrai, ça? Comme je disais, le mot dispute, tout dépend encore de comment on le voit. Est-ce que c'est une dispute verbale? Est-ce que c'est une dispute émotive? Où justement, on fait juste un puis on s'en va chacun de notre côté. Déjà là, c'est peut-être entre signes de feu, si jamais on en arrive là, ce serait plus souvent le et on va se pousser plutôt que d'argumenter incessamment. Ce n'est pas le propre des signes de feu en général. En amour, moi je crois que, spécialement dans à peu près toutes les sphères d'activité de la vie qui se ressemblent, s'assemblent.
Ça aussi, on en parlait avant l'émission avec Marie-Josée. On est attiré quand on a des énergies connexes. Mais deux signes identiques, disons qu'il y aurait aussi le même ascendant. Est-ce que c'est une bonne combinaison ou au contraire, ça va peut-être faire des flamèches? Écoute, non, deux signes identiques, puis en plus, tout près du même anniversaire. Même décan, c'est tout ça. Très bon. Oui. C'est très positif. On se comprend plus. Exactement. Évidemment, une carte du ciel complète peut peut-être dénoter quelque chose de moins positif, mais je dirais que déjà là, cette énergie-là est très intéressante parce que les deux soleils brillent à la même place. On aspire véritablement à la même chose. Peut-être d'une année à l'autre, ça peut donner des éléments différents, mais fondamentalement, le soleil représente notre cœur. Alors, si les deux cœurs sont exactement à la même place, il y a de bonnes chances que ce soit très positif comme En une phrase, est-ce que l'ascendant a un rôle important dans l'amour? Déterminant. Plus important que le signe, finalement? Bien, en fait, non, c'est l'ensemble de tout, mais l'ascendant a un rôle extrêmement important, va probablement aider à figurer la direction que la relation doit prendre. Est-ce qu'il y a des signes qui sont favorisés présentement par les astres? On approche la Saint-Valentin, le mois de février. Question très précise, mais comme tu sais tout concernant l'astrologie, est-ce qu'il y a des signes qui sont présentement favorisés à des rencontres ou à poursuivre dans l'harmonie leur couple? Ben écoute, je te dirais, Vénus est tellement mal placée, là, puis ça donne pas bien. Oui, elle est en Capricorne, puis elle coince là depuis même quelques mois avec un phénomène de rétrogradation. Elle va en sortir le mois prochain seulement, mais je dirais au moins ça peut favoriser les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors au moins ça, ce n'est pas négatif, ça c'est très positif, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus inspirant pour les autres. Une question qui ressemble un petit peu à une question précédente. Est-ce que d'avoir beaucoup de personnes du même signe dans la même famille ou sous le même toit, est-ce que c'est bon ou pas? Encore une fois, c'est une question qui est un petit peu difficile à déterminer, mais je suis convaincu que ça donne tout de même une énergie relativement positive dans le sens où on va dans la même direction. C'est drôle, moi chez moi, on est tous des signes de feu, sauf un. Ta mère aussi était signe de feu? Non, ma mère était scorpion. Oui, c'est ça. Mais justement, un de mes fils est scorpion, alors que toutes les autres, on est 4 signes de feu. Wow. Et lui, on le voit bien, c'est le mouton noir de la famille. Il est à part. Et c'est pas parce qu'on le met à part, mais lui-même se Il a peur. Je pense pas. Il a vu les discussions dans des parties de Noël. Il dit, moi, je vais me tenir tranquille. Les signes d'air. Exemple comme le Verseau, moi je pense que c'est le meilleur exemple. C'est un signe qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. Si tu es plate, puis tu sors avec une Verseau ou vice-versa, je veux dire, ça ne durera pas longtemps parce qu'elle a besoin d'être... Est-ce que ces signes-là qui ont besoin de stimulation, qui sont ouverts à la communication, qui sont cérébraux, sont plus disposés, et, disons, à chercher l'amour? Je dirais, premièrement, les Verseaux sont réputés pour être très, très indépendants. Alors, évidemment, eux, de leur côté, s'ils ne rencontrent pas la personne parfaite, ils ne veulent rien savoir de l'amour et ils n'en ont pas besoin. Alors que si on prend le Gémeaux, le premier signe d'air, c'est totalement l'inverse. C'est souvent même un dépendant affectif, mais en même temps, c'est plus une curiosité de développer une relation amoureuse, de voir ce qu'elle donne. Et si ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas de difficulté à sortir de la relation. Et la balance, ben, signe de perfection. Alors évidemment, l'ajustement est essentiel. Elles sont capables de faire les compromis pour trouver un équilibre, pour dans le fond, laisser certaines parties qu'elles espéraient pour compenser autrement. Alors, c'est toujours une réflexion cérébrale, mais en même temps, ça ne veut pas automatiquement dire qu'ils sont complètement indifférents à l'amour. Une petite dernière avant la pause. Les signes de terre sont calculateurs, méthodiques, on en parlait tantôt, peut-être plus terre-à-terre, donc moins proches de leurs émotions. Est-ce qu'ils sont plates en amour? Non, c'est même l'inverse, je te dirais, à ce sujet-là. Au contraire, ils sont pas plates en amour, je dirais, même au contraire, ils ont besoin de la sphère affective. La sphère matérielle de l'amour est essentielle dans ce signe-là. Ils ont besoin de toucher, d'être touchés, réconfortés, collés, et là, imagine le reste aussi. C'est véritablement... Qu'est-ce que tu veux dire?
Je manque d'imagination aujourd'hui. On va prendre une petite pause, mon cher Alex. C'est très intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenay, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves-Blais. Je vous donne le numéro de téléphone justement pour les réservations dans le 450. C'est le 581-1888 également pour la livraison. Maintenant, je vous rappelle également qu'en marge de la Saint-Valentin qui approche, nous parlons présentement de l'amour dans le zodiaque avec un expert, dis-je bien, astrologue, soit Alexandre Aubry. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et je vous conseille d'aller voir justement François, le gérant et propriétaire, qui est toujours sur place, un chic type, va vous donner de judicieux conseils. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, parlons de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Je donne le numéro de téléphone dans le 514 qui est le 217 54 75. Mon cher Alex, on poursuit. Les plus romantiques du zodiaque, ce sont quels signes? Wow, effectivement, c'est intéressant comme question. T'attendais pas à celle-là, mais c'est la question finalement de notre entrevue aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Le romantisme fait partie des cordes. De quel signe? Écoute, pour certaines expériences de gens que j'ai pu constater, j'ai vu, je pense que ou plutôt la Sagittaire semble assez particulière de ce côté-là. Et la Taurine? Celle qui a la réputation d'être la plus sensuelle du zodiaque, parce que c'est vrai pour elle aussi. Exactement. Écoute, comme je disais, c'est plutôt l'idée de l'approche affective avec les signes de terre. Okay. Donc, la femme taureau, la femme vierge ou la femme capricorne ont certainement une approche peut-être plus sensuelle de la relation. Mais tu me parlais du côté romance qui souvent représente de surprendre l'autre, de faire quelque chose de relativement spectaculaire. Alors à ce moment-là, les signes de feu ont peut-être un petit peu plus de puissance à ce niveau-là. Et l'univers Sagittaire étant peut-être même au summum du signe de feu et va donc être important. Et l'univers Poisson représente définitivement probablement la plus grande des surprises. Alors on peut d'une certaine façon avoir des attentes assez importantes, mais s'il n'y en a pas, il ne faut pas être déçu non plus. Ça, c'est sage. Les moins romantiques maintenant, je t'envoie une idée comme ça, les Capricornes. Ben écoute, je t'ai dit, c'est quand même un signe de terre. Alors, c'est probablement peut-être le manque d'inspiration qui risque de souvent freiner. Ben ça, c'est pas fait pour la conjointe ou le conjoint. Attends un petit peu. Mais par contre, une fois que le ou la Capricorne ont pu bénéficier d'un certain démarrage, attention, c'est très puissant à ce moment-là. La dimension affective, elle est certainement déployée pleinement et de façon même surprenante. On va aller dans l'inverse de cette dernière question. Y a-t-il un signe ou un élément qui est plus propice à vivre seul ou à renoncer à l'amour après une déception? OK. Écoute, là, tu vas me dire le Scorpion? Attends un peu. Puis depuis tantôt, tu as beaucoup esquivé les signes d'eau. Et c'est très intéressant. Mais ça s'en venait. OK. En fait, parce qu'ils sont probablement les signes les plus, j'allais dire, puissants en amour. Et ce, probablement dans tous
toutes les sphères de l'amour. Sauf, comme je disais, peut-être le côté spectaculaire, mais par contre, ce qu'ils peuvent vivre est quelque chose de probablement plus spectaculaire que les signes de feu peuvent produire. Les cancers, les scorpions et les poissons sont vraiment les maîtres des émotions. Alors, de l'amour en soi. Ta question, juste me la rappeler parce que j'ai perdu le fil. Ben, disons, les signes qui, suite à une déception ou en vieillissant, vont renoncer à l'amour, qui serait peut-être plus propice à la solitude. Exact, parce que, comme je disais, les signes d'eau, justement, cancer, scorpion et poisson, sont tellement investis émotionnellement quand ils aiment, vont probablement, lorsqu'il y a une déception, une rupture, de repartir dans une autre relation. Tandis que quand tu restes toujours en surface, ben, tu peux passer à l'appel suivant. Exactement. On est sage. C'est la réalité. Ma question suivante, les scorpions, c'est peut-être un préjugé, mais ont la réputation d'être très engagés en amour, et parfois même trop, c'est maladif. Est-ce que c'est vrai, ça? Totalement. C'est fusionnel comme relation. C'est aussi intense que ça. Je veux dire, ils ne font qu'un avec le partenaire, et de là, une rupture devient quelque chose de presque mortel, en quelque sorte. C'est un suicide pour... il y a un taux, semble-t-il, plus élevé de suicide chez les scorpions, parce qu'on dit, je vais te faire la morale, je vais t'apprendre quelque chose. Mais on dit que j'ai lu ça souvent dans les livres de ta maman, entre autres, que les deux signes qui ont le plus d'énergie à déployer, ce sont les lions et les scorpions. Et la particularité du scorpion, c'est que si ça ne fonctionne pas à son goût, suite à une déception, il revire ça contre lui-même. Oui, ben en fait, le scorpion a la mauvaise réputation de se dire qu'il est autodestructeur. Et c'est malheureusement très, très vrai d'une certaine façon. Puis donc, en amour, et évidemment, comme je disais tantôt, ça se peut très bien qu'ils disent non, c'est fini l'amour pour moi. Surtout en vieillissant. Oui, exactement. Je l'ai vu régulièrement. Les moins bonnes combinaisons maintenant. Écoute, celle-là, j'aime bien la mentionner. C'est Verseau et Cancer. Ah oui, pourquoi? Écoute, c'est deux... Puis, ça fonctionne rarement. C'est presque impossible. Ben voyons donc. Et je le sais sûrement qu'il va y avoir quelques personnes qui disent je suis en couple, ça fonctionne bien. Tant mieux, vous êtes l'exception à la règle. Mais à la base, et surtout femme Cancer, homme Verseau, c'est complètement à l'opposé du spectre de ce que le cœur a besoin. Le Verseau a besoin, c'est un peu un aventurier, c'est un découvreur, c'est pour qui la raison doit dominer, c'est-à-dire je dois tout savoir, tout connaître et tout découvrir, alors que la femme Cancer va plutôt être je vis d'amour. Rien d'autre n'existe. Tout est un peu comme la Balance, peut-être? Non, la Balance, va vivre dans un équilibre plutôt. Donc, au contraire, même Verseau et Balance seraient très adéquats, puisque même si ça s'agirait d'une Balance qui préfère les sentiments, les émotions, on va avoir une facilité à se dire, je fais un petit compromis pour aimer cet homme-là qui est très, très cérébral finalement. Mais avec un Cancer, écoute, ça finit toujours en désastre, presque. Bon. Il faudrait en parler justement à notre spécialiste de couple et en relation amoureuse qui va suivre. Nathalie, qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Quelques questions rafales en terminant. Tu me réponds très brièvement, il ne reste presque plus de temps. Qu'est-ce qui fit avec un lion? Mon Dieu, les autres signes de feu. Tu n'as pas le choix de répondre le signe de ta conjointe, autre signe que ça. Bélier, Lion, Sagittaire, évidemment. Et le signe à l'opposé du Lion étant le Verseau. Et la Vierge? La Vierge... Ça fonctionne bien avec quel signe? Taureau, Vierge, Capricorne, et le signe à l'opposé, Poisson. OK. Dans la pratique professionnelle de l'astrologie, comme tu le fais si bien depuis des décennies, as-tu des cartes du ciel que tu as effectuées qui étaient très étranges? Exemple, un signe de feu, ascendant feu, puis à peu près toutes les planètes sont dans le même signe. C'est-tu arrivé ça? Puis ça donne, c'est quoi le résultat? Ça donne un résultat de pureté ou un résultat d'une personne qui est mêlée? Non, effectivement, ça n'améliore pas. C'est plus difficile. Parce que, dans le fond, en tant qu'être humain... Moins de cordes à son arc? C'est même pas cette réalité-là, c'est plus
le focus qui... écoute, on a tous besoin d'échappatoire dans la vie. Oui. Puis il faut, on n'arrête pas de dire, être équilibré. Tu sais, on a besoin d'une vie professionnelle, sentimentale, sociale, personnelle, le plus équilibré possible. Alors, quelqu'un qui naît avec la plupart des planètes à la même place risque de ne pas avoir cet équilibre-là. Alors, c'est déjà beaucoup plus difficile à vivre. Et à l'inverse, une carte du ciel où il n'y aurait aucun élément tout était classé, oui. Oui, ça ne donnerait pas comme résultat. Honnêtement, là... Je n'ai pas de maison qui est pareille, disons. C'est pas nécessairement dramatique. Non? Non. Une question, ça fait longtemps que je veux te poser, puis j'oublie toujours de te la poser. Je vais terminer avec ça. Quand la date de naissance de quelqu'un se retrouve à cheval entre les deux signes, oui. Par exemple, un signe qui débute le 23, puis là, toi, tu es né dans la nuit du 22, c'est quoi le résultat? C'est-tu un peu des deux? Non. Ça donne quoi? Non. Il faut véritablement connaître son heure de naissance pour trancher quel signe on est. Évidemment, est-ce qu'on a des affinités d'un côté ou de l'autre? Peut-être que oui, mais en tant qu'astrologue, on va trancher bien précisément. Tu dois à un moment donné. Exactement. Et de toute manière, la carte du ciel va venir diluer un petit peu l'intensité. De toute façon, il faudra l'interpréter avec d'autres symboles qui vont donner une teinte à ce soleil-là. En terminant, reste avec moi, il y aura une petite pub après. Pour les gens qui veulent te rejoindre ou regarder ce que tu fais, on va sur Facebook, Alexandre Aubry, et... alexandreaubry.ca qui est mon site internet où tout ce que j'offre est disponible sur ce site. Je vais me répéter, tu apportes beaucoup de crédibilité à l'astrologie parce qu'encore aujourd'hui, tu n'étais pas préparé. C'est pas toutes nécessairement des questions qui sont faciles et tu réponds du tac au tac avec beaucoup de crédibilité. Je sais que présentement, tu travailles très fort et constamment et je t'en félicite. Tu fais partie de ceux qui pratiquent et par chance un métier par passion. Dans ton cas, c'est l'évidence. C'est quoi ta deuxième passion dans la vie? Wow! Ben, T'as pas le temps? Ben, j'aime bien explorer, bouger, voyager. C'est important d'avoir cet esprit-là d'aventurier. C'est probablement ce qui pourrait me caractériser. Dès qu'on arrive au beau jour, eh bien, évidemment, je m'en vais sur les plans d'eau. Oui, les voyages expliquent aussi la présence à ton poignet de cette belle montre que tu arbores tout le temps, qui vient des Bahamas. Oui. Pour ceux qui ont remarqué ça à l'écran, une très belle montre. Mais je te remercie d'avoir été des nôtres. Tu peux rester avec moi. Une dernière petite pub et on va passer à la deuxième portion de l'émission. Je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et quel que soit ce que vous avez besoin, que ce soit, disons, un ajustement tout simplement ou sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, son animal favori, c'est un peu comme un membre de la famille. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je vous donne le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-87-38. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Donc, restez des nôtres. Merci, Alex. Merci, La deuxième Sylvie. portion va suivre très bientôt. À tout de suite.